Hello à tous, c'est Yol de First Player. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un On rejoue ou pas, mais pour une rétrospective. Je vous avais laissé un petit sondage en ligne pour savoir quelle année vous préfériez voir, et les votes ont élu à la grande majorité 2012. Et 2012, on va pas se mentir, il y a pas mal de matos, c'est une belle année, et je propose qu'on démarre directement après le petit spot d'intro. On y va? Alors, avant de vous parler jeux, 2012, qu'est-ce qui s'est passé notamment en musique? Parce que pour moi, c'est essentiellement comme ça que je repère mes années, et quelques grands titres évidemment. Et en 2012, vous avez forcément tous entendu ça. Baby, hey, I just met you, and this is crazy, but Terrible. here's my number, so call me maybe. Voilà, ça c'est 2012. Ouais, donc c'est pas tout jeune, hein, c'est il y a quand même il y a 12 ans. On a aussi eu ça. The sky falls when it crumbles. We will stand tall, I'll face it all. Together, let the sky fall. Adèle, donc, qui nous fait du James Bond. Voilà, donc année plutôt chouette, et je propose qu'on attaque maintenant un petit peu les jeux, parce qu'il y a eu 2-3 trucs assez bangers en 2012. Pour moi, il y a un des jeux qui est dans mon top 5, et on va commencer par lui tout de suite, c'est Tzolk'in. Donc, Tzolk'in, jeu de Daniele Tascini et de Simone Luciani, 2012, on l'a dit, et c'est le premier jeu à base de roues crantées qui vont évoluer, bouger dans le temps, et c'est juste complètement dingo, dans le sens où si Tzolk'in sort demain, le jeu est parfaitement actuel, parfaitement moderne. C'est un modèle de game design et d'épuration, vu qu'à votre tour, ça va être excessivement simple. Vous allez ou poser des pions ou reprendre des pions. C'est tout. Tout le reste, c'est que de l'iconographie. Alors, il y a plus que ça, évidemment, mais pour moi, là, vraiment, on est sur un espèce de sommet un petit peu d'épuration et de trucs ultra propres, ultra clean. On voit en termes sur BGG qu'on est à un poids de 3,67, ce qui est beaucoup, mais en même temps, je pense qu'on est en dessous de la vérité sur ce qui est de bien jouer à Tzolk'in. Voilà. Donc Tzolk'in est vraiment sur un vrai expert qui fait saigner un peu les oreilles. Moi, je sais que c'est des jeux où pas mal de gens, après la première partie, sont un peu dégoûtés du jeu parce que c'est trop dur. Ça demande trop de prévision, de se dire putain, ok, attends, les roues vont tourner dans ce sens-là, du coup, il faut que j'anticipe que lui, il reste 3 tours sur la roue parce que. Voilà, vous voyez un petit peu l'esprit. À noter qu'en plus de ça, il y a une extension qui est sortie plus tôt récemment, qui apporte pas mal de modifications, qui change beaucoup de choses, notamment qui enlève tout le départ scripté du jeu. Parce qu'effectivement, après 100 000 parties en ligne sur BGA, les gens avaient trouvé des systèmes. Mais voilà. Et en vrai, 2012, rien que pour Tzolk'in, ça mérite d'exister. Parce que le jeu est beaucoup, beaucoup trop bien. Et je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Je trouve que la note BGG est juste un scandale absolu. Parce que 7.9, qu'est-ce que c'est que ça, là? Il manque au moins 1,5 point, à mon sens. Voilà. C'est mieux que beaucoup, beaucoup trop de trucs. Tzolk'in, c'est trop bien. Autre monument ludique en 2012, c'est Terra Mystica. Terra Mystica, c'est le grand frère de l'incroyable Projet Gaïa. Donc fatalement, le jeu est incroyable. À noter que c'est d'ailleurs le jeu le mieux noté sur BGG de l'année en 2012, donc c'est 8.1, et sur un poids quand même qui est assez baisse, vu qu'on est à 3,97, donc on est sur du vrai jeu expert. Terra Mystica, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec 14 factions. Toutes les factions sont asymétriques et le but va être de se développer autant que possible dans un univers un peu Medfan, et on va avoir ce nouveau système de terraformation, de la gestion du pouvoir, comme on peut le voir maintenant dans Projet Gaïa évidemment. Et le jeu a réussi très vite à fédérer une base de données de joueurs monstrueuse, avec des tournois en ligne, des compétitions, et vraiment une vraie méta autour du jeu qui s'est installée. Et il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont réussi cet exploit-là, même 12 ans après, d'être toujours joué en compétitif par des gens brillants. Et donc voilà, et rien que ça, c'est une prouesse. À titre personnel, aujourd'hui, j'y touche quasiment plus, parce que Projet Gaïa avec l'extension. Mais la preuve, si besoin, c'est que Age of Innovation vient de sortir, ça reprend quasiment tout de Terra Mystica. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui est relativement actuel. Il y a quelques lourdeurs, effectivement, et il y a un côté aussi très punitif qu'on ne verrait plus dans les jeux actuels, mais on est sur un grand jeu. Terra Mystica, c'est partie des jeux qui marquent un peu une époque, et 2012 avec donc ça et Tzolk'in, on est déjà rien que ça sur une année qui est assez folle en termes de jeux, notamment expert. Quand je vois que cette année, on est un peu en train de pleurer sur les sorties, 2012, t'es là genre, ok, on discute un peu pour de vrai. Et le pire, c'est que c'est pas tout. C'est que c'est pas tout en 2012, il y a d'autres choses qui arrivent et qui sont un peu vénères. Bah ouais, il y a ça aussi en 2012. 2012, c'est Zombicide. Zombicide, le premier gros Kickstarter à l'époque, premier KS a soulevé vraiment une somme colossale. Je vous mettrai le chiffre un petit peu en dessous pour ceux que ça intéresse. C'est du jeu coopératif où le but va être d'aller frag du zombie à la chaîne
Et personnellement, ça a été un flop monumental de mon côté. Je ne comprends pas l'engouement des gens pour ce jeu. Surtout qu'en plus, à l'époque de la V1, c'est encore pire que maintenant, parce que tu as des aberrations de règles qui sont monstrueuses, qui sont corrigées depuis dans les autres versions, mais clairement, de base, pour moi, il y a trop de trucs qui vont pas. Et voilà, et t'es vraiment sur un phénomène. Zombicide, c'est le jeu qui a marqué le début de l'ère des Kickstarter Cool Mini or Not, avec What 1000 figurines à un tarif défiant toute concurrence, avec en plus un vrai avantage pour les backers par rapport à ceux qui vont l'acheter après en boutique. Voilà, vraiment, c'est un vrai tournant Zombicide dans l'histoire du jeu et entre guillemets surtout sa commercialisation, sa façon d'être traité, d'être vu. Et voilà, donc Zombicide, c'est monstrueux en termes d'impact sur l'écosystème du jeu. Après, moi, le jeu, personnellement, je m'en cogne. Non, c'est faux, je déteste. Je l'aime pas du tout. Mais on peut pas ne pas le mentionner parce que le jeu est quand même assez marquant. Il a marqué beaucoup de gens, une génération complète de backers. Et rien que pour ça, on est sur un truc un peu générationnel. Voilà. Mais c'est pas forcément que le jeu, c'est vraiment tout ce qui va autour de celui-ci. Mais donc Zombicide, ça a marqué des choses. Vu qu'on parle de jeux experts, qu'on a eu une belle allée, et ben Myrmes de Johan Levé. Johan Levé que la plupart d'entre vous connaissent maintenant par rapport à Turing Machine, par rapport à Chronologique, à ce genre de jeu. Et ben avant ça, Johan Levé, c'était ça. Et Myrmes, c'est un jeu où on joue une colonie de fourmis et le but va être d'aller être le plus efficace, marquer le plus de points, coloniser le plus de trucs. Et on est sur un gros expert qui tâche. On est d'ailleurs à 3,45 sur BGG en termes de poids sur le jeu. Et d'ailleurs, le jeu est toujours actuel dans le sens où une refonte arrive chez Bombix normalement bientôt. Bon, c'est bien la preuve que le jeu plaît encore et ça fait partie de ces experts qui sont restés un peu dans le temps et ça, c'est quand même vraiment très chouette. Après, clairement, je pense que si le jeu sortait aujourd'hui en l'état, donc évidemment, c'est un Istari moche à l'époque, on va pas déconner, on est sur des jeux qui sont très punitifs. Tu fais une erreur, tu peux rentrer chez toi, tu ne sers plus à rien, merci, bisous, à bientôt. Et est-ce que Bombix va garder cette difficulté-là ? C'est pas dit. C'est pas dit parce qu'effectivement, les joueurs de nos jours sont plus côté satisfaction et vivent beaucoup moins bien ce côté un peu violent qu'on peut avoir certains jeux à l'époque. Donc voilà, je ne serais pas surpris que le jeu baisse d'un cran en difficulté, tout en restant toujours parce que la base du jeu est incroyable. Donc voilà, Myrmes. J'ai jamais su comment on disait, si on dit Myrmes ou Myrmes. Donc si quelqu'un dans le chat le sait, mettez-le, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de savoir. Voilà. Mais là, effectivement, on est sur on peut dire un classique, quand même. 2012, je vais vous parler de mon banger caché à moi, ce jeu qui est passé sous les radars, que tu veux trouver, que c'est une tannée, c'est Puzzle Strike. Puzzle Strike, c'est un backbuilding, comme indique clairement la photo, où le but va être d'aller péter la gueule de l'adversaire. Et en gros, pour moi, Puzzle Strike, c'est ce qu'aurait dû être Dominion si ça avait été un bon jeu. Et non, je ne troll pas. Vraiment. Que pour moi, c'est du deck building assez classique, avec un marché variable selon les parties. Tu vas récupérer des flèches noires à la Dominion pour jouer d'autres actions. Et voilà. Sauf que là, on est sur un jeu qui est complètement asymétrique. Chaque personnage, et il y en a 20, viennent avec leurs 3 jetons spécifiques à eux. Tu as des gameplays qui sont propres. Et d'ailleurs, en termes de compétition, le jeu a atteint des sommets avec une méta absolument folle, des vrais équilibrages. Le jeu est pixel du côté vraiment jeu compétitif. Et vraiment, moi, ça me plaît énormément. D'ailleurs, j'ai beaucoup joué avant d'aller commencer à jouer en ligne. Et quand tu commences à jouer en ligne, tu comprends que tu ne sais pas jouer au jeu, en fait. Et que toi, tu faisais musique avec des pions pendant que d'autres gens t'éclatent la tête. Voilà, donc à noter que le jeu est une tannée à trouver, ça on l'a dit. Mais par contre, il est dispo sur plateforme numérique. Donc vous pouvez le trouver sur Steam et tout ça. Et Puzzle Strike, c'est vraiment un jeu très particulier. Et je sais pas, c'est vraiment mon jeu doudou. Tu sais, je le kiffe. Et je sais pas, je suis obligé de vous recommander parce qu'il est trop bien. Alors oui, graphiquement, c'est dégueulasse. Oui, l'auteur est un con. Voilà, oui, tout ça, plein de choses comme ça. Mais le jeu est vraiment beaucoup trop bien. Et donc, si vous voulez essayer, d'ailleurs, on pourra y jouer en ligne à l'occasion si vous le souhaitez. Même pour faire un petit live dessus parce que le jeu le mérite. Parce que c'est incroyable, Puzzle Strike. Et voilà, d'ailleurs, attention, c'est une énorme boîte. Donc, si vous l'avez, ça prend de la place. Voilà, Puzzle Strike. C'est le petit jeu un peu sous-marin, vous voyez. Un peu banger comme ça, qu'on connaît pas trop, mais que je ne peux que recommander. Un autre jeu que j'affectionne tout particulièrement, c'est Seasons de Régis Bonnecé et de Nayad aux illustrations. D'ailleurs, ça se voit, le jeu est absolument sublime. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de draft. Et au moment où ça arrive, en 2012, c'est un peu la gifle. Déjà parce que graphiquement, ça met une tannée à tout ce qui existe, parce que le jeu est sublime. Et surtout, après, on est enfin sur un jeu qui reprend un peu les codes des TCG, en mode jeu de cartes à combo, très technique, très punitif aussi, mais sur une boîte qui est fermée, sur une boîte où on t'annonce qu'il y aura 50 cartes x 2 points,
Et moi, ça a été un gros coup de cœur, sûrement un des jeux à l'époque auquel j'ai le plus joué, vu que je dois faire peut-être sur 500 parties de Seasons, même si BGA pour moi a tué le jeu physique, dans le sens où tu veux plus jamais y jouer après en vrai, parce que tu as plein de petites manipulations, de petits points à penser à récupérer à la fin de chaque tour, machin, BGA le fait pour toi, ça c'est quand même très très cool, mais on est sur un classique d'ailleurs, avec la sortie d'Altered, auquel j'ai pas mal joué récemment, j'ai toujours envie de revenir à Seasons à chaque fois, parce que le feeling est un petit peu le même, j'ai envie de dire. On a ce côté plateau un peu dans Altered qu'on n'a pas sur le TCG. Et Seasons, pour moi, vraiment, c'est un gros kiff, tu vois. J'adore Seasons. Après, j'y joue beaucoup moins maintenant parce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties et parce que je trouve qu'à niveau équivalent, quand deux joueurs se connaissent bien, ce qui fera la différence, ça va être le premier pick du draft. Et du coup, c'est un peu dommage, ou à la pioche des cartes supplémentaires. Mais si vous ne connaissez pas, je trouve que le jeu reste quand même relativement actuel, avec un matos complètement dingo, à un tarif cool. Season, c'est juste un bijou, et merci Libellude. D'ailleurs, c'était la preuve que Libellude, donc c'était avant Harmonie évidemment, quand il faisait autre chose que Dixit ou Mysterium, ça faisait vraiment des bangers. Et Seasons, pour moi, c'était vraiment le haut du panier de chez Libellude à l'époque. Et voilà, donc c'est très très bien Seasons, allez-y. Et la note est un peu bizarre parce que le jeu est assez facile à prendre en main. Donc toujours pareil, c'est est-ce que la note met en avant la difficulté à acquérir les règles ou à bien jouer. Si c'est à bien jouer, la note est sous-évaluée, parce que bien jouer à Season, c'est pas si simple. À l'inverse, si c'est acquisition des règles, la note est surévaluée, parce que le jeu est plutôt facile à prendre en main. Voilà, ça c'est mes Seasons, allez-y. Et puis BGA, essayez-le. Vous deux. En vrai, si vous n'y avez jamais joué, testez-le sur BGA par pitié au moins une fois, quoi. Bon, mettez quand même que de jouer contre les débutants, de se faire poutrer par d'autres gens, sinon ça va être très désagréable. Voilà. Ginkgo Police, ça fait partie de ces jeux aussi. Alors là, c'est la photo de la réédition par Pearl Game, qui était édité par Funforge. Ginkgo Police, c'est un jeu à l'ancienne de Xavier Georges. Et je sais pas pourquoi, ce jeu, je l'ai toujours bien aimé. Ça veut dire que j'y joue une fois par an, en moyenne. Et à chaque fois, je me dis, putain, je devrais le sortir plus souvent. C'est de la construction. Alors, c'est full abstrait, hein, le thème, il est éclaté au sol, on s'en fout. Mais très malin, très très smart. Pour moi, c'est un jeu qui se joue essentiellement à deux. Mais Ginkgo, c'est vrai. Et j'étais très ravi de son reprint en V2. Mais voilà, et ça fait partie de ces jeux un peu doudou. Tu sais, c'est un peu les jeux que quand j'ai commencé un peu à jouer à l'expert, où j'étais là, genre, ça y est, c'est bon, je suis un grand garçon, je peux jouer à ce genre de jeu. Alors qu'en vrai, tu vois, la note BGG, c'est pas très compliqué. Mais pareil, pour bien jouer à Ginkgo Police, c'est pas si évident. Et on est vraiment sur un jeu assez malin. Comme Pearl Game savait les faire, ce côté un peu Pearl Game, Istari, ces jeux un peu techniques qui tiennent en 30-40 minutes à deux joueurs, parce qu'évidemment, le 50 minutes, c'est pour 5 joueurs, et ne jouez pas à 5 par pitié avec Ginkgo Police. Mais voilà, et ça, pour moi, c'est des jeux auxquels on ne trouve plus quasiment actuellement. Et j'aimerais bien qu'on y revienne, parce que ce format technique en peu de temps, genre typiquement un peu Château Blanc, pour être dans cette lignée-là en ce moment, bah, ça devient vraiment compliqué, vraiment rare, et avec le temps qui diminue chez beaucoup de monde, se dire tiens vas-y je vais me sortir un jeu un peu technique, un peu cool, mais je vais pas y passer 2h30, et ben c'est plutôt chouette, et j'ai hâte qu'on retrouve un petit peu ce phénomène-là. Voilà. On attaque maintenant un petit peu Libertalia, je l'ai chroniqué sur un On Rejoue Pas très récemment, c'est vrai, il avait d'ailleurs détesté, et Libertalia c'est un jeu de pirate qui à l'époque par Marabunta sentait vraiment le pirate, c'était un jeu un peu sale, même graphiquement, où vraiment tu sens le côté un petit peu violent, brutal du pirate. Et c'était un jeu de guessing qui joue jusqu'à 6 joueurs, et plus t'es nombreux, plus c'est rigolo, vu que ça met un chaos absolument dingo dans le jeu. Et pour moi d'ailleurs, le reproche que je fais à la version actuelle chez Stone Meyer, c'est que c'est la version un peu Disney, tu vois, c'est tout mignon, c'est coloré, c'est gentillé, voilà, alors que là vraiment, tu sais, tu sens presque le rhum dans les cartes que tu vas jouer, tu vois, et c'est pas parce que les mecs ont renversé sur la table, rien à voir. Et voilà, donc il y avait une vraie identité graphique au jeu, et c'est un jeu de guessing où le but va être de poser les cartes, de récupérer les trésors, et de péter la gueule des copains, si possible, et le tout avec les mêmes cartes. Ça qui était assez fou, et qui entraînait un guessing vraiment chouette. Donc voilà, Libertalia, à l'époque, c'était assez monstrueux, et je trouve que la version Stone Meyer, en termes de gameplay, est peut-être un peu plus élégante, mais on perd pour moi ce côté très piraterie, qui était vraiment très chouette dans Libertalia de chez Marabunta. Mais voilà, on est vraiment sur une belle année en 2012, parce que tu as quand même pas mal de gros trucs qui marchent bien, qui sont efficaces. D'ailleurs, on parle de jeux qui sont réédités en 2024, enfin 2023 en l'occurrence, donc c'est que vraiment les productions étaient plutôt actuelles, plutôt modernes, et ça c'est un bon point. Donc Libertalia, vraiment... Et d'ailleurs, si vous mettez la main sur une version à l'ancienne, je dis pas contre un petit message, parce que ça, on peut discuter, voyez-vous. Il y a moyen qu'on s'arrange, vous et moi.
Autre énorme sortie en 2012 et autre énorme flop de mon côté, c'est Andor. Andor, donc ça a eu l'As d'or en 2013. C'est un jeu coopératif où le but va être d'aller poutrer des gros monstres de Michael Menzel, qui jusque-là était illustrateur. C'est son premier jeu en tant qu'auteur et ça a fait vraiment un raz-de-marée en termes de vente parce que c'était le coop que tout le monde attendait, machin et tout. Ok. Eh ben, je sais pas. Je suis passé littéralement à travers. On y a joué quelques fois, notamment avec Marteau de la librairie, et ça n'a pas marché. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là où on nous vend de l'épique et de l'aventure, on combat des dragons et on sauve des gens, machin et tout, je ne sais pas, je vois uniquement un tableau Excel. Et si jamais tu respectes pas le cheminement prévu par l'auteur, tu ne peux pas gagner. Tu as zéro liberté, il n'y a rien d'épique, c'est juste un jeu mathématique pour moi. Et vraiment, j'ai détesté Andorre. Mais quand tu vois le nombre d'extensions, le nombre de gens qui sont fans du jeu, et qui... ça fonctionne, mais juste, je sais pas, j'arrive pas à passer outre ce côté excessivement scripté et mathématique, voire obligatoire, de plein de séquences. Et ouais, non, Andorre, ouais, c'est pas... Tu me demandes de jouer à Andorre, tu vas me voir un peu faire la gueule, tu vois. Peut-être même commencer à faire la cuisine, voire la vaisselle. C'est dire le niveau de... Je n'aime pas ce jeu. Et d'ailleurs, si vous l'aimez bien, je veux bien que vous me disiez, que vous me dites, oh, Yoel, fais un effort, en commentaire, ce qui vous branche autant. Et si vous avez vraiment l'impression d'être libre dans ce que vous faites en termes de scénario, est-ce que vous pouvez gagner si vous prenez n'importe quel chemin? Parce que vraiment, c'est pas le feeling que j'ai et c'est terrible. Et même un peu, je suis un peu jaloux de tous ces gens qui kiffent de ouf. Parce qu'en vrai, il y a tellement de contenu que si tu kiffes, tu peux kiffer longtemps avec Andorre. Et moi, je n'ai pas tout ça. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi presque envie. Et je suis même presque chaud à réessayer si vous me motivez assez. Voilà, donc je compte sur vous, faites un truc de ouf. Voilà. Vu qu'on parle de jeux un peu impactants, on va parler de Lord of Waterdeep, qui n'a d'ailleurs jamais été traduit dans la langue de Joule. C'est d'ailleurs bien dommage. Pour moi, c'est vraiment le jeu. Quand on me demande, tiens, est-ce que tu as un jeu de pose d'ouvrier à conseiller pour des nouveaux joueurs? Eh ben, ça fait parfaitement le taf. Alors oui, une extension corrige 2-3 petits problèmes, ça oui, mais tu es sur de la pose d'ouvrier bête et méchante, ultra efficace, qui marche bien, qui est amusante, avec un matos plutôt chouette. Après, je dis ça, mais j'ai joué la version Deluxe de Valegui, donc peut-être qu'il n'y a pas tout ça dans le matos de base. Tranquillou quand même. Mais voilà, pour moi, on est sur ces jeux qui t'apprend la pose d'ouvrier. Alors c'était bien évidemment, j'ai disparu pour Inori, mais Inori est sorti cette année. L'autre a quand même 12 ans d'avance en termes de Martin fait la pose d'ouvrier. Et en plus, tu retrouves cet univers très maître fan. Alors évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus trop la cote, mais à ce moment-là, ça cartonne de ouf. Et le jeu marche très bien. Donc si vous pouvez mettre la main dessus, ne serait-ce que pour l'expérience et savoir un peu ce que c'est, allez-y. Après, il est dispo, je crois, en ligne sur Steam si vous voulez essayer le jeu. Mais alors oui, s'il sortait aujourd'hui, il apporterait plus grand-chose. Je suis pas sûr qu'on y va aujourd'hui, mais on est sur de la pose d'ouvrier vraiment très cool. Et à l'époque, c'est excellent. Voilà, vraiment, c'est très très bien. Je parlais tout à l'heure de ces jeux qui sont réédités en 2024. Et ben, Robinson Crusoe vient d'avoir sa Deluxe. Voilà, rien que ça. Deluxe en plus avec nouveau scénario, il y a une certaine scénario en plus. Ça arrive, genre, je crois, la semaine pro, ou c'est la semaine dernière d'ailleurs. Enfin, vraiment, c'est juste là. On est sur peut-être l'un des coop / solo les plus compliqués. Le jeu t'en fait baver. C'est vraiment très... C'est un vrai jeu expert pour le coup. D'ailleurs, la note 3,82 est pas déconnante du tout en termes de compréhension des règles et comment réussir. Le jeu est fait pour t'en faire baver. Et je suis étonné que ça ressorte actuellement, parce qu'effectivement, on l'a dit, les joueurs aiment de moins en moins la frustration et tout, mais là, t'es vraiment en plein dedans. C'est-à-dire que tu vas ramasser, le jeu, il te déteste, il est là pour te péter la gueule, et il va y arriver, hein, vraiment très souvent. Donc c'est... moi, je trouve ça chouette que ça revienne à la mode et que ce soit un peu le truc, parce que c'est le genre de jeu que j'aime bien. Après, j'avoue que j'y joue pas en solo, j'ai toujours joué à deux, parce que c'est quand même plus rigolo, et si je veux jouer seul, j'y joue sur PC. Toujours pareil, je le sens, voilà. Mais ça, si vous aimez les coopératifs et les jeux un petit peu durs, façon un peu Spirit Island, où le jeu est pas ton ami, ça c'est excellent. Et en plus, ça vient de ressortir chez Yellow. Ce serait dommage de s'en priver. Voilà, c'est très très cool, Robinson. Autre jeu marquant de 2012, et pour une fois c'est un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement sur les jeux, c'est du jeu de figurines et c'est X-Wing. X-Wing, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des vaisseaux qui font piou-piou dans les airs, dans l'univers Star Wars évidemment, vu que c'est le titre du jeu. Et Star Wars, je m'en bats les couettes. Vraiment, j'ai vu aucun film, ça ne m'intéresse pas. Voilà, peu importe. Et du coup, je suis parti tester X-Wing à l'époque en reculant de ouf. Genre, vas-y, ça me saoule. Jeu de figurines, dans l'espace, univers que j'aime pas. Et ben vraiment, c'est un banger. En termes de mécaniquement, X-Wing, à l'époque, ça avait 10 ans d'avance sur beaucoup de trucs. C'était un jeu de filles qui marchait bien, qui était malin. Alors oui, c'était avec des mesures et tout ça, mais c'était instinctif, ça fonctionnait bien.
Et vraiment, j'ai trouvé ça assez fou pour l'époque. Après, le système commercial du jeu fait que ça a été une galère parce qu'il cachait. Il vendait des cartes qui intéressaient d'autres gens dans des trucs qui marchaient pas forcément. Et voilà, c'était un peu une galère. Le jeu a une fin de vie très compliquée. Il y a eu une V2 qui a fait que beaucoup de joueurs ont arrêté et ainsi de suite. Mais en termes mécaniques, X-Wing, c'était vraiment excellent. Et je pense que maintenant, si vous voulez vous mettre au jeu maintenant, vous pouvez le trouver pour vraiment pas très cher en occasion. Et une boîte de base par joueur suffit pour commencer à s'amuser. Et on est sur de l'excellent jeu de figurines, sur une place plutôt maîtrisée et sur une durée qui l'est aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment très chouette. Et je me dis que si en plus t'aimes l'univers, mais tu dois tellement prendre ton pied sur X-Wing, de faire tes manœuvres là, faire des trucs comme ça. Enfin voilà, vous voyez, heureusement j'aime pas ça. Parce que sinon c'était terrible. J'ai laissé un SMIC. C'était voilà. Mais X-Wing c'est bien. D'ailleurs, à noter que Game Workshop, à l'époque, voulait récupérer la mécanique en marque blanche chez FFG pour pouvoir l'adapter sur Warhammer, et ils ont pris une fin de non-recevoir assez violente. Voilà, parce que vraiment, c'est leur bébé. Et je comprends. Sûrement le jeu qui s'est le plus vendu, que j'ai d'ailleurs le plus vendu en boutique de cette sélection, à savoir Love Letter. Love Letter, c'est du Senji Kanai, c'est du jeu minimaliste, avec quelques cartes, quelques règles, et qui cartonne. J'ai vraiment toujours du mal à comprendre pourquoi il y a autant d'engouement autour de ce jeu, parce que vraiment, c'est aléatoire as fuck. Mais j'ai vu trop de gens s'éclater, trop de parties, trop de gens t'en parler comme leur jeu préféré, pour dire que ça ne fonctionne pas, tu vois. Love Letter, le jeu a eu 27 rééditions, c'est terminé en rupture pendant quasiment 2-3 ans, quand c'est revenu, ça a été un raz-de-marée dans les boutiques. T'as 27 versions différentes qui vont de Cthulhu à je ne sais plus quoi, version Princesse versus Princesse. Le jeu a été marquant et un peu un phénomène aussi. Voilà, c'est d'ailleurs sans doute le jeu le plus léger de cette sélection, mais il est indispensable de parler de Love Letter quand tu parles de 2012, parce qu'on est sur un jeu là aussi un peu générationnel, qui a marqué le truc, qui est toujours actuel, qui se vend toujours aujourd'hui. Et voilà, Love Letter, c'est un monument quand même. On est sur du... ça. Il faut fatalement que je vous parle de Netrunner. Je vous ai parlé un petit peu de mon premier coup de cœur caché qui était Puzzle Strike. Netrunner, c'est un jeu de cartes absolument brillant. Et vraiment, j'y ai passé un temps incroyable. J'ai laissé une thune incroyable aussi. Netrunner, cette version-là, la version Android Netrunner, est une V2 du jeu de Richard Garfield. Et c'est juste tout bonnement peut-être l'un des meilleurs jeux de cartes qui ait existé, je pense. Jeu complètement asymétrique où un joueur va jouer le runner, l'autre va jouer la corpo, et le but va être pour l'un de péter la gueule de l'autre et de l'autre de ne pas se faire craquer ses points d'agenda, globalement. Et en vrai, c'est un jeu, et c'est la première fois, je trouve, sur un jeu de cartes comme ça, où tu joues plus souvent le joueur adverse que les cartes elles-mêmes. Ce qui veut dire que c'est un jeu où tu es excessivement libre, tu peux faire quasiment ce que tu veux, tes actions sont parfaitement... pareil, il n'y a pas de « Ah, il faut que je trouve une carte qui... » Non, tu veux piocher, tu pioches, c'est l'action de ton tour, c'est ok, tu vois. Juste par contre, ton but, vraiment, littéralement, va être de rentrer dans la tête de l'autre pour comprendre ce qu'il veut faire. Et c'est le seul jeu qui donne vraiment ce feeling-là, et tu peux jouer la même game avec les mêmes decks contre le même joueur, et les parties n'ont strictement rien à voir, alors que les cartes vont être dans le même ordre, hein, tout pareil. Juste parce que tu vas essayer un petit peu de le brain un peu et de le mindfuck. Et voilà. Et je trouve que c'est le jeu où tu as le plus comme ça d'interactions assez directes sur le « je sais que tu sais » et du coup, si tu sais que je sais, je vais savoir différemment. C'est trop malin. Netrunner, vraiment, c'est... Alors évidemment, une boîte de base, vu que c'est un LCG, ne suffit pas pour jouer correctement au jeu. Il t'en faut beaucoup, il te faut des extensions qui rajoutent des cartes, tout ça. Mais... il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Hein. C'est juste que c'est vraiment excellent. D'ailleurs, la fanbase du jeu le fait toujours vivre, vu qu'elle sort des extensions maison, plutôt régulièrement. Et voilà, Netrunner, c'est assez fou. Et en vrai, rien que d'en parler, là, j'ai envie d'y rejouer parce que mécaniquement, c'était dingo, tu vois. C'était fou, Netrunner. Voilà. Puisqu'on est sur les jeux actuellement toujours présents, Las Vegas, c'est moche, c'est dégueulasse. Il y a rien qui va, le logo Ravensburger est moche, la boîte est moche, mais le jeu est trop bien. On l'a chroniqué il y a pas longtemps d'ailleurs je crois même avec Séverine, sur un rejoue ou pas. Las Vegas, c'est toujours actuel, c'est un jeu de marchand de tapis, ça marche, c'est facile. Et 12 ans après, le jeu a pas pris une ride. C'est fort. Voilà, on est sur un truc qui fonctionne de ouf, et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, on est aussi sur un jeu qui est très léger. Alors pareil, je trouve quand même que le fait qu'il ait le même poids qu'un Love Letter,
est un peu étonnant vu que le terre est quand même beaucoup plus facile. Mais ça, après, ça se discute. Dans tous les cas, on est sur des jeux vraiment très accessibles. Et là, et ça, allez-y, c'est trop bien. Si vous aimez ce côté un peu négociation, on se tire un peu dans les pattes, avec un contrôle qui est quand même proche du zéro absolu, c'est top. Et on va finir un peu cette sélection de jeux avec un autre de mes jeux un peu doudou. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était le mot de passe Wi-Fi de ma première boutique de jeux. Voilà, faut le savoir. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Archipelago, c'est un jeu de Christophe Bollinger qui se joue de 2 à 5 joueurs avec... Et pour le coup, c'est assez bizarre parce que c'est peut-être le premier euro, mais vraiment très très euro, hein, en l'occurrence, où t'as que des cubes en bois partout, mais où jamais tu vas dire tiens, passe-moi le cube vert. C'est-à-dire que c'est une phrase qui n'existait pas dans ce jeu, et tout le monde disait tiens, vas-y, je vais prendre de l'ananas, je vais prendre du poisson, je vais prendre du bœuf, alors que vraiment, c'est des cubes en bois. Mais je sais pas. Thématiquement, le jeu marchait beaucoup trop bien, c'était ultra efficace, et voilà. Alors, on voit en durée de partie qu'on est entre 30 et 240 minutes. Le gap est un peu grand, mais c'est parce qu'en fait, on pouvait faire des parties courtes, moyennes ou longues, et qui dépendaient vraiment des joueurs en termes de durée. Clairement, on est sur un jeu qui est très particulier, un jeu où tu es extrêmement libre, un jeu où tu peux faire plein de choses, et ça plaît pas à tout le monde. Mais j'ai toujours eu une affection particulière pour ce jeu. D'ailleurs, il est juste là. Hop. Dans l'armoire. Donc c'est pas une blague, je l'aime beaucoup. Voilà, Archipelago, il est là. Et j'avoue que j'aime bien y rejouer quand j'ai l'occasion. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti. Mais du coup, je pense qu'on va le ressortir maintenant. Genre dans la semaine. Parce que vraiment, c'est trop bien. Voilà, à noter qu'il y a une petite extension qui est une galère à trouver, qui est guerre épée. Et si vous l'avez, ça m'intéresse aussi. Voilà, je dis ça comme ça. Just saying. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des jeux qui, pour moi, ont marqué 2012. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, quel jeu vous a le plus marqué. Et évidemment, maintenant, on va attaquer un petit peu la remise des prix qu'il y a eu en 2012, sachant qu'il n'y avait pas de Diamant d'Or, vu qu'il n'avait pas encore démarré. Voilà, donc on aura l'As d'Or, le Spiel, et on démarre tout de suite. On y va ? Ok, donc comme on l'a dit à l'instant, on va attaquer la remise des prix de 2012 avec l'As d'Or et le Spiel, et on commence par le Spiel, qui est du coup le truc pas chez nous, hein, c'est chez les Allemands, et on est sur 3 jeux. Donc on a en expert, enfin ce qu'ils appellent expert, en connaisseur village, qui est du coup chez nous Descendance. Descendance, excellent jeu de poste d'ouvrier, qui a eu une réédition chez Egerspiel il y a 2-3 ans, je crois, sur une big box, parce que le jeu était introuvable. Le jeu est cool, ça marche bien, c'est toujours un peu actuel, et c'est plutôt bien foutu. Clairement, Descendance a plutôt bien vieilli. Jeu de mots par rapport au jeu, à la mécanique. Ouais, c'est seulement des compétences, je sais, pour comprendre la blague. Sinon, la catégorie reine a vu gagner Kingdom Builder, qui a toujours en 2024 un titre honorifique qui est, j'espère, et qui ne sera d'ailleurs jamais battu, à savoir la pire traduction française de tous les temps. Vous voyez Google Trad ? Eh bien, imaginez que c'est passé par le polonais, puis le Kazakhstan, puis l'Inde, avant d'arriver en français. Et qu'après ça, les mecs ont mis les mots dans le désordre. Eh bien, vous avez la trad de Kingdom Builder. C'est un carnage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une carte qui est correcte. Tout est une insulte aux Français dans ce jeu. Et malgré tout, le jeu est absolument cool. Le jeu fonctionne toujours actuellement. Alors, je ne sais pas s'il se vend toujours, je dirais bien que non. Mais pour le coup, j'y ai rejoué il y a genre 2-3 ans. Et ça ne m'a pas paru complètement daté de ouf, tu vois. Ça marche bien, c'est efficace, ça fait ce que ça doit faire. Et pour le coup, c'est un bon jeu famille plus. Initié, du coup, on dirait chez nous. Et vraiment très très bien. Très très bien, Kingdom Builder. Aussi bien que c'est mal traduit. Et Dieu sait que c'est mal traduit. Et pour les enfants, c'est Schnappt Übe qui a gagné le prix, à savoir Attrape Fantôme, qui est un petit jeu assez mignon, qui a totalement disparu des radars, évidemment. Mais en même temps, vu comment c'était moche, il en aurait été étonnamment si jamais c'était... Cette phrase n'a pas de sens. Hein. On sent qu'il est tard et que j'ai stream ce matin aussi en live et que c'est très compliqué quand même. Hein. Enfin bref, le jeu est dégueulasse visuellement, mais c'était rigolo. Voilà, c'est un jeu enfant qui n'a pas trop marché en France. Voilà, faut le savoir. Mais en même temps, le Spiel à l'époque, il y a quand même beaucoup de jeux qui arrivaient ici. T'es là genre, qu'est-ce que c'est que ça les trucs qui sont jamais mis les pieds chez nous. Mais ça n'empêche pas de marcher. Et d'ailleurs, le Spiel a toujours dans ses sélections, généralement, un jeu ou deux où tu te demandes un peu ce que ça fout là. Parce que tu les connais pas du tout. Voilà, c'était pour le Spiel. Attaquons maintenant l'As d'Or. L'As d'Or, du coup, avec en catégorie famille Takenoko. Takenoko, alors il y avait 5 jeux à l'époque qui étaient en lice. Donc on avait Cubulus, Famous, Sandwich et King of Tokyo, qui est d'ailleurs une sortie de 2011 aussi. Et Takenoko l'a gagné. Takenoko est sans doute
actuellement avec King of Tokyo les 2 jeux qui existent encore en termes de vente et en termes d'impact sur les gens, sur les nouveaux joueurs. Ça marche très bien, c'est très propre. Ça fait vraiment son taf, donc rien à dire là-dessus. Et c'est cool de voir qu'un Asdor qui a quand même 12 ans est toujours complètement actuel en termes de sortie. Et donc voilà. Je parle pas de Takenoko Lore, hein. Ça c'est pas ouf. Takenoko c'est bien. Donc voilà. Ensuite, en catégorie expert, on a Olympos qui a gagné un jeu de Philippe Caillart, donc l'auteur de Small World. Il était en concurrence avec des trucs plutôt balèzes, vu qu'il y avait Château de Bourgogne, Demeure de l'épouvante et Tournée, de Feu Pearl Game. Et pour moi, Olympos, c'est peut-être le jeu le moins marquant des 4, au final, avec le recul, vu que clairement, un Château de Bourgogne a vraiment tout rasé sur son passage depuis, a d'ailleurs été réédité en big box par Awaken Realms il y a genre 2 ans pour une nouvelle boîte qui est absolument géniale. Et c'est aujourd'hui peut-être dans le top 20 ou top 30 des meilleurs jeux ever, notamment sur BGG. Donc, pour le coup, on a un gagnant qui a complètement disparu des radars, là où des nommés ont fait, pour le coup, plutôt de très belles choses depuis, parce que même tu prends Demeure de l'épouvante, c'est toujours en rayon, toujours un jeu qui fait parler, qui se vend, il y a eu des rééditions. Et voilà, donc ça. Et côté enfant, c'est Rick le Géant, et je ne sais pas ce qu'est ce jeu. Voilà, c'est un jeu à bas au graphisme discutablement jaune, et même quand tu cherches des infos, c'est une tannée. Donc retenez que c'est Rick le Géant. A noter aussi que cette année-là, il y a eu un prix d'honneur pour Sherlock Holmes. C'était les 30 ans du jeu, et il a eu le prix d'honneur du jury, un petit peu. Donc c'était pas dans le concours, mais mérité pour Sherlock Holmes, qui du coup est sorti en 82 et qui se vend toujours en boutique. Alors évidemment, c'est pas la version de 82, hein, faites un effort s'il vous plaît, c'est ce que j'ai pas dit. Mais voilà. Donc fin de cette rétrospective de 2012. On a passé en revue pas mal de choses. On a passé les jeux les plus marquants, on a passé les prix. Vous, quel parmi toutes ces sélections-là est le jeu qui vous a le plus marqué à l'époque, si vous jouez déjà ou si vous l'avez découvert il n'y a pas longtemps? Dites-moi aussi quelle année vous souhaitez voir en commentaire pour la prochaine édition. J'essaierai d'en faire une par mois parce qu'en vrai, ça demande un temps de ouf et que j'avais oublié que ça demandait beaucoup, beaucoup de temps. Et puis voilà. Dites-moi aussi, vous, si jamais j'ai oublié un jeu qui vous a plu dans cette année-là, voir un petit peu ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut discuter. D'ailleurs, j'y rejouerai avec plaisir si vous avez des super idées. Et voilà, je vous embrasse tous très fort, portez-vous bien. Et puis on se retrouve normalement dès demain pour un live récap du mois d'octobre avec Béa et Anso pour voir ce qui s'est vendu pour de vrai ce mois-ci en boutique et voir si on s'est pas trop planté. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ah, au fait, merci à tous ceux qui suivent la chaîne, qui s'abonnent, qui like, qui suivent aussi sur Twitch. Merci à ceux qui achètent leurs jeux sur Ludum. Merci à ceux qui soutiennent sur Ko-fi. Vraiment, ça fait immensément plaisir. Et encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus me voir à Octogone, parce que ça fait juste total grand kiff. Voilà. Et merci à vous. Des bisous. Allez, ciao.